La vache! Là quand même il y avait un super gros challenge qui était de nous faire oublier et de désintégrer à la fois l'épisode 2 de Cars, mais ils ont tellement bien réussi à le faire. Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue dans cette critique retour gagnant qui est un véritable coup de cœur. Un coup de cœur de cette année 2017, franc, sincère et énorme. Il est grandiose. Cars 3, réalisé par Brian Fee, c'est un réalisateur que je ne connais pas, j'ai pas encore pu trouver beaucoup d'informations sur lui, donc peut-être un petit nouveau, voilà. Ce que je sais, c'est qu'au scénario, on retrouve le même scénariste que dans Cars 1, il n'avait pas fait le scénario de Cars 2 et ça se voyait. Et malheureusement, c'est son dernier scénario, un des deux scénaristes, qui est décédé l'année dernière, signe ici son dernier scénario. Et franchement, en tant que dernier scénario, mec, tu nous as fait un travail incroyable. Incroyable. Les voix américaines, je les connais pas toutes. Ce que je sais, c'est que c'est toujours Owen Wilson qui fait la voix de Flash McQueen en version originale. En version française, nous, c'est toujours Guillaume Canet. Et je l'ai vu en version française, donc je vais parler un peu plus de la version française. C'est Alice Paul qui fait la voix de Cruz Ramirez. C'est Nicolas Duvauchel qui fait la voix de Jackson Storm. Excellent choix. On retrouve aussi Chick Hicks, qui sera toujours doublé par Samuel Le Bihan et quelques autres personnages. Il y a énormément de très bonnes choses dans ce Cars numéro 3. Ça prouve pas mal de choses aussi sur les studios Pixar, qui savent vraiment remonter la barre quand ils ont une petite baisse de régime, ils savent vraiment ce qui a capoté et ils savent le corriger tout de suite. Enfin, j'espère que ça va continuer, puisque là, ils sont en train de prouver qu'ils sont en train de faire ça, donc espérons que les prochains épisodes Pixar, les prochains films, qui sont presque aussi risqués pour la plupart que celui-ci, sache justement faire le travail et dire que ouais, ok, vous avez cru qu'on était un peu trop à nous reposer sur nos lauriers, mais non, en fait on sait vraiment faire le taf et vous inquiétez pas, même si on vous fait tout un tas de suites, la plupart sont excellentes, hein. En sortant par exemple d'un Monstre Academy ou d'un Monde de Dory, où on avait extrêmement peur justement de ces suites, mais qui restaient extrêmement fidèles, mais d'une très grande fidélité à l'œuvre originale, peut-être parfois un peu trop pour certains même. Parce que c'est vrai quand même que voilà, ces films, en fait, surtout le Monde de Dory, fait office de miroir. Si vous cherchez un peu, ça ressemble vraiment à ça. Et Cars 3, c'est la même chose. Mais vraiment, en plus accentué que le premier. Ce que je vais vous dire en fait, c'est que le film, pour moi, se hisse à la même hauteur que le premier, mais vraiment, sortant de la salle, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé meilleur. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est le lendemain, voilà, je sais pas, bon, c'est toujours le temps de refroidir, voilà. Je trouve pas meilleur. Mais attention, il y a certaines scènes dans ce Cars 3 qui sont certainement, mais qui viennent se hisser à la hauteur des scènes de Toy Story 3 qui sont pour moi les meilleures scènes Pixar presque de tous les temps. Avec vice versa Toy Story 3 et Cars 3, pour moi là on a, et le Monde de Nemo bien sûr, mais le Monde de Nemo pour moi c'est hors concours. Je veux dire, ces trois là que je viens de vous dire, on a les meilleures scènes Pixar de tous les temps. Dans tout ce qu'il est, c'est pas le meilleur Pixar que j'ai vu certes, mais il y a des scènes magnifiques et pleines de puissance, d'émotion que j'ai vraiment pas retrouvé aussi souvent que ça chez Pixar, même dans plein d'autres petits Pixar. Donc à mon avis, l'histoire se passe, à mon avis, la chronologie est la même pour nous que dans le film. Je veux dire que le Cars, le premier, c'était en 2005, donc à mon avis, ça se passe exactement, voilà, 12 ans plus tard, en 2017. Et Flash McQueen est en perte de vitesse, puisque les nouveaux concurrents sont une génération beaucoup plus jeune, ils arrivent de plus en plus nombreux, sont de plus en plus arrogants, comme lui dans le premier épisode. Et donc ces nouveaux coureurs, ils sont dotés d'une technologie, d'une nouvelle mécanique de pièces beaucoup plus puissantes, ils sont vachement high-tech, nouvelle génération. Et Flash McQueen, lui, il est totalement dépassé, et il est même presque sur sa fin, sur sa retraite, puisqu'il a déjà fait maintenant plein de saisons, ce n'est plus un rookie. Et la plupart de ses concurrents au même stade, au même âge, ont tous pris leur retraite et à la fin, il ne reste plus que lui. Parmi toute cette nouvelle génération, toute cette jeunesse, il n'y a plus que Flash McQueen qui fait partie des anciens. Donc sur quoi repose le film? Sur une profonde nostalgie. Une vraie, hein. Pas de la nostalgie gnangnang chez Disney où, je sais pas, le prince et la princesse qui s'embrassent, l'amour fou, ce genre de choses, ou alors les retrouvailles entre meilleurs amis, Rox et Rookie ou quoi. Il n'y a pas de scène gnangnang dans ce film, pas du tout. Mais pourtant, elles sont là à vous toucher, ça m'a vraiment beaucoup ému. J'ai failli pleurer quand même à certains moments, notamment à l'accident. Je vous en reparlerai après, mais voilà. Et je sais pas comment l'expliquer parce que là, forcément, on approche sur quelque chose qui est tellement réel, qui était abordé dans le premier épisode, bien sûr, l'effet nostalgie,
les anciennes générations et puis les nouvelles, et puis le roulement, le passage de flambeau, l'héritage, tout ça bien sûr était une partie du film de Cars, premier du nom. Et le 2 était tellement parti dans un autre délire, où c'était limite Martin, le personnage central, qu'on partait dans les trucs de détective, que ça se barrait totalement en couille, qu'il n'y avait plus aucune course intéressante, qu'il y avait un complot mondial, et qu'à la fin on voyait même la reine d'Angleterre. Entre ça et Planes, sans déconner, on a l'impression que c'est une équipe de stagiaires qui a fait ces films-là. Là, on revient tellement aux sources, aux origines, mais inversé, puisque comme je l'ai dit, on a vraiment cet effet miroir où Flash McQueen est devenu le Doc Hudson du premier. C'est le meilleur, et il n'a pas envie d'arrêter. Il continue, il est là, il a un accident, il se remet en forme, mais il n'a pas envie d'arrêter, il n'a pas envie de dire non stop, je jette l'éponge, j'ai encore envie d'affronter ces jeunes, j'ai encore envie de prouver que je peux encore le faire, parce que c'est pas la fin, j'en ai encore sous le capot. Et tout le monde autour de lui, ou presque, sauf ses amis les plus proches, sont là à lui dire « Ouais mec, ok d'accord, tu veux continuer, mais regarde un peu autour de toi, t'es le dernier ». Et là, vraiment, il lui arrive exactement la même chose qu'à Doc, en fait. Et donc, ouais, littéralement, la scène de l'accident, même si on l'a tous vu dans la bande-annonce, j'étais mal. J'étais mal pour lui. Alors moi, je pense que ça a joué, sincèrement, mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je vous rappelle qu'il y a 2 mois, j'ai eu un accident de voiture. Bon, pas du tout pareil que dans le film. Ça peut paraître stupide comme ça au premier abord, puisque c'est quand même un dessin animé, mais les scènes sont d'un réalisme, mais tellement fou. Les courses qu'on a, les images, bon, je trouvais que c'était plus fou encore dans la bande-annonce, bizarrement, parce qu'après, il y a l'esprit cartoon, qui forcément quand même prend le dessus à plein de moments, avec des voitures qui parlent, des voitures qui ont des yeux, tout ça. Mais vraiment, les scènes de course, notamment dans la bande-annonce, étaient vraiment dans cet esprit Formule 1, comme ce que vous voyez à la télé, avec la vitesse, les petits graviers qui sont projetés par les roues, avec le roulement, les étincelles, tout ça. Et quand j'ai vu ce ralenti de Flash qui s'explose, purée, mais j'ai repensé à ça, j'ai repensé à mon accident. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, purée, c'est fini pour lui. Je kiffe beaucoup aussi, c'est la mise en situation de son accident, parce que on voit vraiment qu'il est sur une course, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a toute cette nouvelle génération, et il force à fond, il force, il essaye d'aller plus vite. On voit qu'il tremble, qu'il est là, qu'il tire sur ses... Voilà, il est vraiment à fond, à fond, à fond. Et la voiture tient plus, les roues tiennent plus, il perd le contrôle, la transmission doit lâcher, j'en sais rien. Et là, après, il s'explose, il fait des tonneaux, 4 mois plus tard. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est d'autant plus frustrant tout ce mystère qui plane autour de son accident, puisqu'on le retrouve 4 mois plus tard, un peu comme Doc Hudson, il va bien. Il n'a pas eu de séquelles, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais 4 mois à mon avis, on voit qu'il n'est toujours pas complètement réparé, il a toujours une vieille coque sur lui qui n'est pas sa carrosserie. Donc voilà, à mon avis c'était très perturbant. C'est dommage de ne pas avoir montré un peu ces scènes, mais dans un sens aussi c'est parfait. Parce qu'on se dit, voilà, c'est une partie dont on n'a pas envie de parler, c'est honteux. Le pauvre a eu un accident, c'est tout ce qu'il voulait éviter, il a été mis à la ramasse, il a été obligé d'arrêter sa saison. Tout ça c'est l'échec, c'est la déchéance. Tout ça c'est le Flash McQueen qu'on connaît pas, le Flash McQueen qui doit baisser les bras, qui a perdu, c'est pas le Flash McQueen je pense qu'on a envie de montrer dans le film. Du moins pas au début en fait. Et donc voilà, après j'ai pas trop envie de vous spoiler le film, mais Flash en gros va devoir subir une espèce de cure, de jouvence un petit peu pour se remettre à jour. Et ce qui va se passer en gros c'est qu'il va jamais être pris au sérieux ce pauvre Flash McQueen, et que sa coach, Cruz Ramirez, va donc mettre en place tout un programme pour lui, pour essayer de lui faire suivre les entraînements que la nouvelle génération, elle, est en train de suivre pour améliorer ses performances, ses capacités, afin qu'il puisse revenir un jour dans la course. Et entre-temps, les propriétaires de son sponsor ont changé, ce qui veut dire que maintenant c'est aussi un propriétaire plus jeune pour son sponsor, plus exigeant, plus ambitieux, plus grand. Ce qui veut dire qu'en gros, il doit s'adapter vraiment à tout ça, à son nouveau sponsor, au public aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le public est aussi forcément plus jeune, plus exigeant, et il a de moins en moins de fans dans les tribunes. Tout un effet de changement de temps, de c'était mieux avant, la nostalgie. Pour finir vite fait sur toutes mes impressions du film, avant de rentrer vraiment dans l'analyse, il y a toutes ces scènes justement où on revoit Doc, puisque Doc est décédé dans le film, on le sait au début du 2e opus, et bon, on comprend un peu pourquoi, c'était une question de doublage, parce que les doubleurs français et américains étaient décédés, et du coup ils ont décidé de faire mourir le personnage dans le 2. C'était à cause donc de ce doublage principalement qu'ils ont choisi de faire sortir le personnage. Et apparemment, en version originale de ce Cars 3, ils ont pris des segments de doublage de l'acteur Paul Newman, qui doublait déjà Doc dans le premier Cars. Ce qui veut dire en gros que Doc, en version originale, a la même voix que dans le premier Cars, grâce à des enregistrements qu'ils ont pu conserver intacts de l'acteur qui doublait déjà à l'époque avant son décès. Et encore une fois, on apprend plein de choses sur Doc,
Il va y avoir aussi le coach de Doc en son temps qui va faire sa grande apparition, doublé par Philippe Catoire, qui est un doubleur que j'aime de plus en plus. Moi je m'intéresse beaucoup au doublage et vraiment lui, cette voix commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est la nouvelle voix de Dark Vador entre autres, c'était aussi la voix de Barbossa dans Pirates 5. Donc maintenant je m'arrête là sur mes impressions, sur le résumé un petit peu des scènes. Et on va approcher maintenant de ce que le film transmet comme émotion, parce que ça forcément vous vous en doutez bien, avec un coup de cœur pareil je peux pas dire le contraire et je vous ai déjà bien expliqué pourquoi. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on retrouve vraiment l'Amérique du premier Cars. Léger regret de ne pas retrouver Radiator Springs autant que dans le premier, mais aussi dans un sens, c'est pas regrettable puisqu'on va continuer justement dans cette Amérique très fermière, très campagne un petit peu, loin des villes comme Los Angeles, tout ça, qui est le fief de Flash McQueen. On voit que c'est vraiment les zones urbaines, tout ça, et maintenant, justement, il est un peu plus vieux aussi, ce Flash McQueen, il a pris le temps de réfléchir, de savoir ce qui était bon pour lui dans sa vie, son entourage, tout ça, et maintenant il est plus attaché à Radiator Springs. Ça se voit notamment dans son camion, où il a plus du tout ces petites figurines de lui, il est plus du tout égoïste, ce Flash McQueen. Maintenant, il est vraiment... il est toujours aussi déterminé, mais il est vachement plus ouvert, il est beaucoup plus mature forcément, avec tout le parcours qu'il a déjà affronté. Et dans son camion, maintenant, il a des photos de ses potes, il a des photos de Doc. Il a toujours un profond respect, il pense tout le temps à Doc dans cet opus, et ça me fait plaisir aussi de voir ça. Le profond respect et l'admiration qu'il a pour son mentor, parce qu'il sait profondément que sans Doc, il ne serait pas un grand vainqueur, qu'il ne serait pas le grand coureur qu'il est. Et à la fin du premier Cars, sans l'histoire de Doc Hudson, il aurait gagné, il n'aurait pas aidé le King à remonter la piste. Donc voilà, le personnage est profondément transformé, il continue son parcours dans l'Amérique. On voyage beaucoup dans ce film, c'est ça qui est sympa. On va en Floride, on va... Après je sais plus dans quels autres endroits, mais voilà, il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a du désert, il y a des plages. Il y a vraiment des décors magnifiques qui sont hyper réalistes, ultra réalistes. Ce n'est pas du niveau du Voyage d'Arlo, qui est clairement le Pixar le plus dégueulasse, le pire qui soit, c'est une honte. Vraiment, ce film est une honte. Une véritable honte. Le seul truc extraordinaire dans les Voyages d'Arlo, c'est le décor qui n'est plus de l'animation. C'est de l'animation, mais franchement, c'est plus vrai que nature. C'est ça qui était dingue. Dans Cars 3, comme dans Le Monde de Dory, comme dans les Pixar les plus récents, l'image est vraiment là aussi fabuleuse. Et elle est fantastique, et en 3D ça doit être une pure merveille. Je ne sais pas ce que ça donne, je l'ai vu en 2D moi. Mais je pense pas que ce soit au niveau du Voyage d'Arlo après dans le visuel, mais ça reste quand même extraordinaire, vraiment Pixar. Sur les décors, sur la texture de l'animation, tout ça, là en ce moment, c'est le carton total. Même le premier Cars déjà était une véritable prouesse dans le genre, avec les décors de Radiator Springs et du désert qui étaient extraordinaires, là aussi presque plus vrai que nature. Et franchement, là, je suis content de voir que ça continue comme ça, et qu'on retrouve justement ce qui était totalement absent du deuxième opus, parce que le deuxième opus était juste dans la lumière. Tout était dans la lumière, et dans rien d'autre. Non, rien d'autre. On faisait le tour du monde et c'était dégueulasse. Le tour du monde de Martin, à Paris, à Londres, à Tokyo, tout ça. Il y avait vraiment rien du tout à voir, les décors étaient dégueux. C'était beaucoup trop humanisé aussi, je trouvais, dans le 2. Il y avait des toilettes, il allait aux toilettes, il bouffait du japonais au Japon. Enfin, je sais pas, on trouvait plus du tout ce côté cartoon de voiture où, voilà, on avait tout qui était vraiment focalisé sur la course. Là, on était vachement focalisé sur l'univers de Cars et c'était beaucoup trop fade. Ça, c'était pas bien, c'était nul. Le fait de dire qu'il y avait une police, des détectives, qu'il y avait même voilà, comme je vous l'ai dit, la reine d'Angleterre des voitures. C'est pas ça, Cars. Cars, c'est pas notre monde avec des bagnoles. C'est un monde parallèle de voitures. C'est pas le nôtre. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois, même s'ils sont dans les mêmes pays ou tout ça. On pouvait pas faire autant de choses avec des anciens nazis de la Seconde Guerre mondiale qui formaient un complot. C'est pas possible de faire ça. Enfin là, c'était carrément un délire de petite fumette là. Non, on en oubliait totalement Flash McQueen, ses valeurs et son parcours. C'était ça le pire. C'était que Martin devenait le perso central, comme je l'ai dit. Donc ce Cars 3 devrait être le légitime Cars numéro 2. C'est vraiment dommage. On retrouve même des personnages comme Chick-X que je pensais jamais revoir. Et non, pourtant il revient dans cet épisode. Il est toujours pareil, il est toujours aussi arrogant, mais il a une nouvelle place maintenant. Il a vraiment un rôle à jouer dans cette histoire lui aussi, même si c'est vraiment au second plan, mais c'est hyper intéressant. Et puis pareil aussi, un truc que j'ai vraiment remarqué et qui est inédit pour moi, totalement inédit, un truc que j'avais jamais vu, tenez-vous bien. Premier gros mot dans un Disney, le premier. Vraiment. Vous savez les deux vieux tacos là qui sont propriétaires de Rusty's dans le 1. Et bah justement, vous allez voir qu'à un moment du film, ils se mettent devant un gros logo Flash McQueen 95 et ils arrivent devant lui et ils lui disent « T'as vu, ça a de la gueule !» Bon alors ok, c'est le sens gueule ou dans le sens c'est beau, c'est pas vulgaire bien sûr, mais c'est quand même un gros mot. Et ils ont placé ça dans un Disney.
Merci de vous moderniser un petit peu. Franchement, c'était subtil et ça passait bien. Après, bon, attention, je demande pas des gros mots vulgaires à tire larigot, je sais pas quoi, mais il faut aussi casser un peu avec cette image 20e siècle qui était là avant, même 19e siècle aussi un petit peu, parce que bon, Walt Disney, il avait aussi cette vision encore dans le passé par rapport à lui. Et c'est bien, là franchement c'est bien parce que Cars, on sait aussi que c'est un Disney ultra moderne, hein, ça se passe vraiment dans notre époque en fait. Enfin voilà, encore une fois c'est un univers parallèle, mais ça se passe vraiment à notre époque, dans un semblant de notre époque en tout cas. Donc on peut se permettre ce genre de petites choses, moi j'aime bien, ça me fait plaisir. Ensuite je vais pas vous parler de la fin et du climax qui sont vraiment spectaculaires et inédits parce que je me suis imaginé tout un tas de scénarios dans ma tête, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait arriver, est-ce que Flash McQueen va faire ci, est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il ne va pas le faire, comment ça va se mettre en place tout ça. Voilà, je peux vraiment pas vous parler de ça parce que ce serait vraiment vous gâcher tout le film. Mais là aussi, il y a encore des décisions très pertinentes, très intelligentes, qui font que, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Les gens imaginent Cars comme une trilogie qui s'arrête là. Moi, je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr. En sachant qu'ils sont capables de vous faire un Toy Story 4, alors c'est ça, pour le coup, ça c'est la pire idée qui soit, parce que vraiment, le 3, c'était la conclusion, c'était la fin, il n'y avait rien de plus émouvant. Toy Story 3 est le plus émouvant, et je mettrais Cars 3 presque à la même hauteur. Pas autant parce que voilà, c'est pas aussi émouvant parce que vous verrez pourquoi. Il y a des raisons qui font que à la fin, bon, c'est pas la fin. Pour moi, c'est pas la fin. C'est ça qui fait que c'est pas émouvant. Toy Story 3 est vraiment une conclusion, une fin tranchée où tu te dis techniquement après, c'était vraiment pas fait pour continuer. Que là, Cars 3, vous verrez. Vous verrez que c'est voilà. Maintenant, on a un Flash McQueen qui a vieilli, qui est mature, mais qui n'a pas forcément raccroché les crampons pour autant. Maintenant, je vous en dis pas plus. J'ai dit les crampons? Ouais, les pneus en fait. Il y a juste un petit truc que j'aime pas et là c'est personnel. C'est un dégoût personnel qui n'a absolument rien à voir avec le film, mais c'est Alice Paul. Clairement en ce moment c'est la Rebel Wilson française. C'est la pire actrice que j'ai jamais vue. Je pensais pas vraiment que ce soit à ce point-là. Malheureusement aussi elle est hyper mal dirigée puisqu'elle est dans des films comme Red Dingue, mais aussi comme Superchondriac, qui sont les deux pires films de Danny Boone que j'ai jamais vus. C'est une actrice qui est mal coachée, qui est mal gérée et franchement elle a vraiment fait des très mauvais choix. En plus, ce sont des films qui marchent bien, voilà. Mais je veux pas m'éterniser sur Alice Paul, voilà, mais ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier d'avoir cette voix-là sur ce personnage-là. Sachant que je déteste l'actrice, qu'elle se montre parfaitement ridicule et pas intelligente en choisissant des films de merde comme ça à continuer avec Danny Boone. C'est pas celle-là que j'ai envie de retrouver dans la voix de Cruz Ramirez. Surtout que Cruz Ramirez, parlons-en aussi un petit peu de ce personnage. Parce que c'est censé aussi faire partie de cette nouvelle génération, de ces nouveaux coureurs. Elle n'en est pas un, faut pas que je vous en parle trop, mais disons que le personnage est censé être jeune, ça se comprend. Elle est pas si vieille que ça, Cruz Ramirez. Et Alice Paul, elle a quoi? Elle a 30 ans, je sais pas, un truc comme ça. Il fallait prendre une jeune actrice de la vingtaine pour doubler ce personnage, pour identifier encore plus ce personnage. C'est ça qui est intéressant justement, c'est Guillaume Canet dans la vraie vie. Il me semble qu'il a déjà passé les 40 ans. Il s'identifie parfaitement à Flash McQueen. C'est plus le Guillaume Canet d'il y a 10-15 ans qu'on rencontrait en réalisateur fougueux, jeune, qui avait déjà énormément de potentiel et qui, voilà... Guillaume Canet, c'est vraiment Flash McQueen. C'est vraiment les mêmes. Et là, maintenant, c'est un Guillaume Canet qui a pris de la bouteille, qui a pris de l'assurance, qui a grandi, qui est mature, qui fait maintenant des films que moi j'apprécie énormément, vraiment. On retrouve les mêmes, voilà. Que là, Alice Paul... Pourquoi avoir choisi Alice Paul si ce n'est pour la choisir, histoire de dire parce que c'est une actrice qui fait des films qui réussissent bien en ce moment, même si c'est de la grosse merde en boîte. Il n'y a aucun plongeon de l'actrice dans le personnage. Elle se met pas du tout à la place du perso. Même si elle double bien, j'en ai rien à foutre, je sais pas, mais je retrouve absolument pas en le personnage de Cruz Ramirez le personnage de Alice Paul, enfin la femme qu'elle est. Ça sert à rien. Même si je sais, c'est pas nécessaire non plus pour un doubleur d'être parfaitement similaire au personnage qui va doubler, je sais. Mais c'était quand même beaucoup plus intelligent de faire ça plutôt que, enfin voilà, moi j'aurais vraiment voulu une autre actrice pour doubler ce personnage, une jeune actrice fraîche, voilà, qui s'identifie vraiment au personnage de Cruz Ramirez, parce que c'est ce qu'on a fait pour beaucoup d'autres personnages, vraiment. Marion Gamme, c'est pas un hasard si elle double le vieux taco de la bande de Radiator Springs, voilà. Martin, c'est pareil, c'est Gilles Lelouch, bon, c'était pas lui au début, mais c'est pas pour rien qu'on prend ces acteurs un petit peu foufou, parce que leurs personnages leur correspondent tout à fait. Voilà, chose encore une fois qui n'est malheureusement pas le cas du tout avec Alice Paul. Mais ça c'est vraiment un dégoût personnel, parce que je veux pas dire qu'elle double mal, vraiment pas, non. C'est juste que j'aime pas cette actrice, et je voulais pas la voir dans ce film. Pas l'entendre, je veux dire. Donc voilà, un profond respect pour Doug Hudson. C'est vraiment la conclusion qu'il y a dans ce film, un profond respect. C'est même encore au-delà du respect, c'est presque du, comment dire, c'est presque de la commémoration, du souvenir. C'est ça, même là encore, elle me dit penser, je sais pas, ça, je veux pas pleurer, mais j'en ai froid dans le dos. De montrer un tel respect pour les anciens, une telle inspiration
Et même Doc Hudson, parce qu'on le voit très froid dans le premier, toujours très rugueux, même si à la fin il vient aider Flash McQueen dans la course, il est toujours là. Ouais, bon, je suis venu t'aider, concentre-toi parce que t'es mon pote, mais bon, voilà, je vais pas sourire non plus. Et on voit des images inédites dans ce film où Doc Hudson envoyait des photos, des lettres à ses amis en disant « Je suis fier de Flash McQueen, c'est un vrai talent, je suis fier d'être son directeur technique, qu'est-ce que c'est, voilà, je suis fier de lui, c'est la relève et quel plaisir. Et putain, on commence avec des persos qui sont arrogants, qui peuvent pas se piffrer l'un l'autre, et à la fin chacun est fier d'avoir pu aider l'autre. Je vais commencer là je vais partir dans du gnangnan. En plus ils ont la même histoire avec les trucs de l'accident, de la vieillesse et tout. Enfin voilà, c'est un excellent épisode miroir à Cars 1, un excellent. Et ça vient aussi, comme je l'ai dit en début de critique, balayer le 2, qui n'existe plus. Le Cars numéro 2 n'existe plus. Il n'y a aucune référence à Cars 2 de toute façon dans ce Cars 3. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous recommande vivement d'aller voir Cars 3. Salut à tous.